J'ai eu le privilège d'une enfance heureuse en Languedoc, dans une famille qui m'a protégée. J'étais l'aînée, je suis née pendant la guerre. Ma mère était très jeune, elle s'était mariée à 18 ans. Mon père, dès qu'il a été marié, a dû partir au front. Et je suis apparue en 1942. J'ai eu après 2 sœurs et un frère, le puîné, qui était très attendu parce que mon père était un industriel, avait une très jolie manufacture de meubles de rotin. Le rotin venait de Sumatra et de Bornéo. Et comme j'étais l'aînée, j'étais une fille. Et il y a eu 3 filles avant que le garçon n'apparaisse. Donc c'était 12 ans après ma naissance que mon frère est arrivé, après la mort de notre grand-père que j'aimais beaucoup, et qui était un homme d'une grande personnalité. Il est mort quand j'avais 10 ans d'une leucémie foudroyante. Et c'est moi qui conduisais le deuil derrière le catafalque avec les chevaux. Vous savez, avant, les plumes d'autruche noire, tout cela. C'était très... Dans les villages, c'était très dramatisé. Mais sa personne m'a toujours accompagnée. Il avait reçu le président Vincent Auriol, puisque Vincent Auriol est né dans le village où je suis née, à Revel, qui est une bastide du XIVe siècle, et où il est né. Il était fils de boulanger, et il est revenu quand il a été nommé président de la République, élu. Il est venu dans son village, c'est mon grand-père qui l'a accueilli. Et puis, il a organisé un festival de la culture et de la musique. Et puis, il est parti et j'ai toujours regretté son absence. Mon père aimait la musique et il avait comme meilleur ami un autre homme qui est mort 1 an avant mon grand-père, qui était par hobby chef d'orchestre. Et il avait créé un petit orchestre symphonique dans cette petite bourgade. Et nous avions les partitions des opéras que mon père adorait, Manon, Faust, Mireille, les opéras et les opéras comiques. Et je regardais ces livres en écoutant la musique et en la suivant dans la partition avec mon père. Donc c'est une grande histoire d'amour qui commence dès l'enfance. Je crois que c'est là. À 4 ans, j'ai été amenée au théâtre de Verdure pour écouter Carmen. Et j'ai eu une grande émotion théâtrale, puisque quand Carmen meurt, il n'y a pas eu de rideau, mais tout s'est éteint. La lumière est revenue et j'ai proclamé à mes camarades à l'école maternelle, elle était vivante. Ça, c'était quelque chose pour moi de fabuleux. Je l'avais vue morte et elle était vivante. Donc, j'ai eu ces premiers contacts avec l'opéra, qui probablement m'a influencée dans ma sensibilité à l'épopée que j'ai rencontrée par hasard lors de mon terrain dès la première semaine à Palawan. Mon père était un homme très sensible, mais très protecteur et très organisateur, mais il ne comprenait, il n'avait pas de goût pour l'étude et il ne voulait pas que je fasse des études.
Or, à l'époque, c'était pas important comme ça l'est maintenant, mais c'est une dame qui était très proche de nous, la veuve de ce monsieur qui faisait de la musique, qui était une famille très amie, qui est devenue elle-même écrivain plus tard pour la littérature enfantine, qui m'a poussée et qui m'a même fait sauter une classe pour que j'entre en 6e. J'adorais l'école. À chaque repas, je demandais l'heure pour repartir à l'école. On voulait m'acheter une pendule devant moi que je pousserais tout le temps parce que je demandais toujours l'heure d'aller à l'école. Ma mère était très belle, très attentive, et elle vient de nous quitter à 95 ans cette année. Je vous ai donné tout à l'heure des photos. Elle était très élégante et très raffinée, mais pas du tout ostentatoire et pas du tout dépensière. C'était une femme de devoir. Donc, elle nous a accompagnés et puis elle a eu une fin très pénible pour elle et pour nous. Donc, vous me demandez de parler alors que je suis encore en deuil de cette personne. Alors, je suis allée à l'école, au lycée, au collège. C'était encore un collège. Dans ce village de 6 à 7 000 habitants, il y en a 7-8 000 actuellement, c'est resté une bourgade, au pied de la montagne Noire. C'est un lieu très joli, c'est près du pays de Cocagne, c'est-à-dire là où on cultivait la fleur bleue, le pastel, qui en faisait un pays de Cocagne au Moyen-Âge. Il y a de très jolies maisons, de très jolis châteaux, de très jolis champs de tournesol. C'est vallonné et c'est très amène. Tout cela m'a donné un sentiment d'identité et de sécurité qui m'a permis de take off, de m'envoler et d'aller chercher ailleurs les autres mondes. Mes sœurs sont devenues infirmières. L'une était responsable d'un bloc opératoire, l'autre était enseignante à l'école d'infirmières, après avoir fait beaucoup de choses. Et mon frère, le puîné, est devenu un grand homme d'affaires. Donc, ce que souhaitait mon père a été réalisé par son dernier fils, mais dans autre chose que l'entreprise qu'avait fondée mon grand-père. Donc, ça, c'est le cadre familial. Ensuite, j'ai fait mes études au lycée. C'était un lycée mixte, alors j'étais très à l'aise, j'avais plein d'amis, mes parents recevaient mes camarades, on faisait des fêtes, on dansait. J'ai vraiment eu une jeunesse, j'étais un maître en rock and roll. Je ne m'arrêtais pas, les garçons se relayaient, je ne m'arrêtais jamais. J'adorais la danse. Et je dansais. Et je voulais être danseuse, pas autre chose. Et le cadre ne s'y prêtait pas. Je n'avais pas la discipline qu'il fallait. Je n'étais pas près de l'opéra. Mais j'ai une petite fille qui prend ce chemin aussi, qu'elle est très talentueuse, plus talentueuse que je n'étais. Très souple et très forte. Et extrêmement inspirée quand elle entend la musique et qu'elle danse. C'est un corps dansant musical. Mais c'était ça mon désir. Et il était évidemment contrarié par... Mais je continuais mes études, que j'aimais beaucoup. Et j'ai fait la préparation à Normale Sup à Toulouse.
Et puis, quand j'étais à Toulouse, comme je n'avais qu'une idée, moi, c'était d'aller faire des études à Paris, j'ai fait Sciences Po et en même temps une licence d'espagnol, donc double cursus. J'ai commencé cela. Je n'ai pas fait. J'ai fait la préparation à normale première année. J'ai pas fait la deuxième. J'ai pas passé le concours. Je me suis tournée vers la littérature hispano-américaine et espagnole, car j'avais eu un très bon maître de langue espagnole au collège, qui est devenu un lycée depuis. Et il y avait aussi dans notre famille, par alliance, un grand hispanisant qui a influé m'a permis d'aller en Espagne, à Ségovie, à Burgos, à Santander, à Madrid. J'ai fait plusieurs stages d'été et quand j'avais 11 ans, mes parents m'ont envoyé en Angleterre pour apprendre l'anglais. Ce qui était très audacieux de leur part parce qu'ils ne voyageaient pas, mais il y avait une amie de la famille qui était une des premières agrégées de France qui a demandé à pouvoir m'emmener. Et je me suis retrouvée dans le Black Country, près de Sheffield, à Bakewell, dans la maison d'un homme qui était tétraplégique, qui était très modeste, une famille très modeste. Et j'allais pleurer tous les soirs dans le poulailler. Les corbeaux volaient, les renards passaient. C'était le Black Country. Alors je pleurais le soir, mais j'allais à l'école le jour. Et la dame qui nous avait emmenés, on était un petit groupe de 10 enfants, a décidé de m'emmener un week-end à Edinburgh. Et quand nous avons été là-bas, nous avons rencontré un monsieur et une dame française qui nous ont pris en sympathie, qui ont trouvé que c'était très amusant d'avoir une petite fille qui voulait tout voir. Et ils nous ont emmenés faire le tour de l'Écosse. Donc je suis partie pour 15 jours autour de l'Écosse. Je ne rêvais que d'une chose, après avoir poursuivi les cygnes, vu les fleurs roses au bord des chemins, les lapins et les moutons. Je ne rêvais que d'une chose, c'est de revenir un jour en Écosse. J'ai épousé un Écossais et je ne suis jamais retournée en Écosse. Donc, ça, c'est le début de mes voyages en Angleterre. Puis je suis allée à Bath, près de Bath, à Limplestoke. Je suis allée plusieurs fois. Et j'ai appris l'anglais, je me débrouillais assez bien. Si bien que quand j'ai eu fini Sciences Po, le professeur Ourliac, qui était un grand professeur de droit, m'a proposé d'avoir une bourse Fulbright que j'ai obtenue pour aller en Amérique 1 an. Ce que j'ai fait, mais je n'ai pas aimé l'Amérique du tout. Chaque fois que je pouvais, je partais au Mexique. Dès qu'il y avait des vacances, je m'enfuyais. Mais j'ai aimé San Francisco, la Nouvelle-Orléans. Mais j'étais dans le Kansas, hein. C'est vraiment le Middle West. Et là, il y avait quand même des études en sciences politiques centrées sur l'Amérique latine et le tiers-monde. Donc j'ai eu une ouverture au tiers-monde là-bas. Et je dois dire que ça a eu une influence. Je lisais même Tocqueville en anglais pour pouvoir faire les devoirs. C'était première année de PhD. J'avais 20 ans. Donc c'est resté en moi, cette inclination pour la science politique. D'ailleurs, plus tard, j'ai fait un livre sur les Philippines, Histoire au présent, publié au Temps moderne, un livre que j'ai organisé. J'ai écrit l'introduction et fait les traductions, mais c'était un livre sur
l'époque de Madame Aquino quand elle a pris le pouvoir, quand elle a été portée au pouvoir par la révolution des masses, la révolution douce contre Marcos, le président Marcos. Voilà. Ça, c'est pour vous expliquer le lien initial avec la littérature, surtout hispano-américaine, évidemment espagnole, classique. Évidemment, j'ai fait tous mes classiques. Et les sciences politiques. Mais mon souhait, c'était de faire des études à Paris. Et je me suis inscrite à l'INALCO en russe pour pouvoir déménager là-bas. Ça a marché. Et je suis allée, donc j'ai fait du russe, mais pas beaucoup, car ce qui m'intéressait, c'était la littérature hispano-américaine, et je le faisais à l'Institut hispanique. Et comme je faisais beaucoup de choses, je n'ai pas toujours réussi mon examen, enfin tout de suite réussi mon examen. Mais finalement, ça s'est passé et j'ai dû faire un mémoire qui était que j'ai choisi sur Miguel Ángel Asturias. Et à ce moment-là, il était à Paris, ambassadeur de son pays, du Guatemala. Et il a reçu, dans l'année où je travaillais avec lui, le prix Nobel de littérature. Et je travaillais sur Hombres de Maíz et Leyendas de Guatemala. Et c'était deux livres fondateurs pour moi, dans la mesure où Hombres de Maíz parle du Popol Vuh et de toute la pensée cosmologique amérindienne. Et les Leyendas de Guatemala avaient cette dimension surréaliste que partageait, enfin, qui était dans le corps même d'Asturias. Il était un profil maya parfait, mais il ne parlait pas une langue maya. Et donc, quand j'ai eu fini ce mémoire, c'était difficile à faire. Je travaillais avec Couffon, qui était un grand traducteur des poètes latino-américains. Et quand je faisais ce mémoire, j'ai découvert Lévi-Strauss. Et ce fut un événement. Et j'ai décidé de faire la formation à la recherche anthropologique au lieu de préparer l'agrégation. Donc, nouvelle série d'études au Musée de l'Homme, à la formation à la recherche, à la formation à la FRE, et puis en même temps, enfin, d'abord à la Sorbonne avec Roger Bastide. Il y avait aussi Simone Gamelon qui faisait la parenté à ce moment-là. Bastide qui nous ouvrait à l'histoire des religions, enfin l'anthropologie religieuse, notamment aux Amériques. J'aimais beaucoup le professeur Bastide. Il était très chahuteux, mais moi je l'appréciais beaucoup. Et ensuite, il y a eu la possibilité d'entrer à la formation à la recherche anthropologique, les PRAS. Là, après les examens d'anthropologie, là, ça devenait une écurie. Nous étions avec Jean Pouillon, tous les professeurs autour de Lévi-Strauss, du laboratoire d'anthropologie sociale. Là, tout à coup, les noms ne me reviennent plus. Mais on a eu anthropologie politique avec Tarditz, avec Pouillon. On a eu l'initiation à la mathématique pour comprendre la notion de structure avec à l'école des hautes études. Enfin, c'était formidable. On travaillait beaucoup, on rendait des
des comptes rendus d'analyse de livres quasiment toutes les semaines. C'était très intense, très très intense et très formateur. C'est en ce sens que je pense qu'il est difficile de faire des formations, de faire de l'anthropologie sans avoir de formation, vraiment. Ça ne suffit pas d'avoir la pureza de la sangre, comme on dit, ça ne suffit pas. Mais certains pensent que c'est ainsi plus légitime. Je n'en suis pas convaincue.